L'ISFJ propose à ses étudiants une formation professionnalisante. Ils vont découvrir tous les métiers du journalisme pour être aussi à l'aise devant que derrière la caméra, aussi à l'aise avec un micro qu'avec un stylo, formés non pas par des profs, mais par des journalistes en activité. Pour prolonger cette expérience professionnalisante, l'ISFJ, c'est aussi un club des médias. Les étudiants vont chaque soir, par exemple, s'emparer du micro pour diffuser des émissions. Ils vont éditer une gazette mensuelle. Ils vont rencontrer des professionnels de talent. L'ISFJ, associé à cette pédagogie professionnalisante, c'est aussi une excellence académique, la possibilité de décrocher des diplômes, titres RNCP reconnus par l'État. Nos intervenants sont des professionnels et ça nous apporte déjà des contacts dans le monde du travail pour la suite, puisqu'on a souvent un bon rapport avec eux et ça nous apporte également l'expérience, puisque souvent c'est des intervenants qui ont pas mal d'années d'expérience derrière eux et donc pour nous c'est hyper enrichissant de pouvoir travailler avec eux. Nous ici, l'idée c'est quand même de leur montrer comment fonctionne une rédaction pour qu'ils ne soient pas perdus. Quand ils vont se présenter pour avoir un stage ou des piges, on sait nous pertinemment parce qu'on y est passé par là et parce qu'on y est encore, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire et quelle qualité il faut mettre en avant. Je trouve ça très important qu'on arrive directement en entreprise, même en première année. On se confronte directement à ce qu'on a appris en cours sur le terrain et donc je trouve qu'on évolue beaucoup plus vite. L'enseignement à l'ISFJ est complètement adapté aux réalités du métier puisque les étudiants sont souvent sur le terrain. Il y a un petit peu de théorie, mais surtout de la pratique. L'idée, c'est de professionnaliser au maximum ces étudiants. Ils partent en reportage, ils partent en interview, ils vont faire du micro-trottoir, ils vont à l'extérieur en tout cas. On a quand même du matériel de professionnels, notamment pour les caméras. On a des vraies caméras qui sont vraiment utilisées par les journaux télé et tout ça. Et si on a besoin d'un pied, d'un appareil photo, de micro, on a vraiment tout à disposition. On a même un super studio télé et un studio radio, donc c'est vraiment génial. Avec nos intervenants, on a une relation qui est plutôt de professionnel à futur professionnel. Ils veulent vraiment nous faire rentrer dans cette formation, dans ce métier. Et donc, depuis le début de l'année, on nous demande vraiment d'agir comme des journalistes. L'accompagnement des étudiants est, je le crois, personnalisé. C'est-à-dire que nous avons des étudiants de tous les niveaux. Notre travail est de toujours tirer l'étudiant vers le haut. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir la progression de ces étudiants durant ces années-là. Et j'avoue que je suis toujours assez fier de les voir partir en me disant « ça y est, ils sont formés, c'est bon, à eux de jouer maintenant ». Enfin, l'ISFJ, c'est l'alternance. Les étudiants vont être à la fois à l'école et en entreprise, un rythme qui change selon les différentes années. L'ISFJ, plus qu'une école, c'est une rédaction en action. Très bonne expérience. Le formateur était incroyable, vraiment. Moi je dirais merveilleux. Moi j'aimerais remercier le prof. Je suis Guillaume Aubert, j'étais directeur de création de Combiné pendant 5 ans et maintenant je suis en train de monter ma boîte de création de contenu pour les marques. Je suis là pour donner un exercice aux étudiants et faire en sorte qu'ils se projettent dans la vie de journaliste chez Combiné. J'ai déjà eu quelques questions et quelques interrogations de pas mal d'étudiants et je crois qu'ils sont sur de la bonne voie. Ce séminaire a pour objectif la création d'un magazine de mode entre des étudiants en école de journalisme et des étudiants en école de mode.
Les contraintes étaient déjà une contrainte de temps parce qu'il fallait être assez rapide sur la semaine puisqu'ils ont eu les consignes lundi matin. On commençait à travailler lundi après-midi pour un rendu vendredi matin avec un passage devant le jury vendredi après-midi. Donc le délai était très court pour une création d'un magazine d'environ une trentaine de pages. Alors je trouve que les différents groupes des deux écoles fonctionnent, en tout cas dans ma classe, fonctionnent plutôt pas mal. Je dirais même plutôt bien. Il y a une vraie cohésion. J'avais un petit peu peur au départ que voilà, ça ne se passe pas forcément très bien, parce que ce sont deux métiers, même s'ils sont proches de métiers différents. Mais non, ça se fait en bonne intelligence, avec une vraie discussion entre les étudiants et donc dans une bonne ambiance. Alors je trouve que cette idée, cette collaboration entre deux écoles est excellente. Voilà, ça marche véritablement bien. En plus, sur des matières que ne pratiquent pas véritablement les journalistes, la mode, c'est pas quelque chose que l'on aborde facilement dans notre école, mais justement, il y a eu un espèce de mixte entre le côté artistique et le côté journalistique, voilà, qui fonctionne bien, et je trouve que c'était une excellente idée, une très bonne expérience. Donc on s'est retrouvés lundi en groupe avec les personnes de l'ISFJ, on est 4 de Mode Art International et 3 personnes de l'ISFJ. Et tout de suite on a essayé en fait de faire une espèce de petit brainstorming et comme ça on a pu savoir un peu quel sujet on avait envie d'aborder, sous quels angles, et l'important c'était aussi que tout le monde puisse se retrouver dans ce séminaire puisqu'on a tous des visions différentes. Donc on est parti de ce brainstorming là pour voir aussi un peu les valeurs qu'on voulait mettre dans le magazine et comment on allait le construire. Et ce qui est aussi hyper bien, c'est qu'on aime tous en fait ce qu'on fait et même pour eux c'est pas forcément facile parce qu'ils sont pas forcément de l'univers de la mode et on a vraiment essayé de les insérer dans cet univers et de faire qu'ils aiment en fait ça. Et du coup il y a vraiment une vraie cohérence dans le groupe et c'est vraiment bien de pouvoir travailler avec eux et d'avoir aussi leur vision. Ce que je retiens de cette semaine, je pense, c'est la bonne humeur et savoir faire confiance à son équipe. On est sur une équipe soudée, on se connaissait pas à la base et pourtant on s'entend tous bien, on est complémentaires sur nos savoir-faire finalement et on arrive à faire quelque chose de beau grâce à ça. Alors pour l'anecdote à partager, je pense que c'est le moment où on a vu le véritable talent des étudiants de Mode Art qui sont dans notre groupe. En fait, on a découvert les photos du shooting et comment ils les avaient organisées et c'était assez exceptionnel. En tout cas, moi j'étais stupéfaite, on est resté bouche bée devant leur talent qui est assez incroyable et je pensais pas que je pouvais voir ça et travailler avec des gens aussi talentueux finalement. Ravi d'être là avec Sochi pour vous parler de l'univers de la télévision payante et des chaînes thématiques du groupe TF1. Donc en fait, vous connaissez probablement donc, les chaînes en clair. Ce qu'on appelle les chaînes en clair, c'est les chaînes qui sont accessibles directement sans avoir à payer pour les recevoir. Donc ça part de TF1, M6, il y en a à peu près 26 chaînes. Et il y a tout cet autre univers qui s'appelle la télévision payante. La télévision payante, c'est à peu près 10% de l'audience totale télé. Et il y a une 150aine de chaînes à peu près qui existent aujourd'hui. La télévision payante, c'est vous vous abonnez à Canal, Orange, SFR, Bouygues Télécom, Free et vous avez accès à ces 150 chaînes. Donc elles sont réparties par thématique. C'est un environnement qui est assez dynamique. On est dans un univers ultra challengé où il y a pas mal de concurrence. Déjà intra le monde payant, donc c'est 150 chaînes qui sont en compétition les unes par rapport aux autres. On a la compétition des chaînes en clair, on a la compétition, comme tout le monde, de toutes les plateformes délinéarisées qui se sont lancées. Donc Amazon, Disney, évidemment Netflix.
Paramount Plus qui vient de se lancer il y a quelques semaines, et aussi Google, YouTube, TikTok, etc. Alors la place qu'on occupe nous, les chaînes thématiques du groupe TF1 dans cet univers, elle est assez forte. Hop, puisqu'on en a 3. Une chaîne qui s'appelle TV Braise, qui est une chaîne 100% série-fiction, et elle propose que des rediffusions. Et à côté de ça, on a un autre univers qui sont les chaînes documentaires, où on est beaucoup plus sur l'affinité, où on travaille sur des positionnements éditoriaux très pointus, très ciblés. Les audiences sont forcément beaucoup plus faibles, mais elles ont comme valeur de porter des thématiques qui sont hyper importantes pour les téléspectateurs et téléspectatrices. L'une d'entre elles, c'est Histoire TV, sur l'histoire, et l'autre, c'est Ushuaïa TV, sur l'environnement et la découverte au sens large. Comme tout le monde, donc, on a travaillé sur le linéaire, donc ce qui passe par l'écran, télé, en live, et aussi, depuis très longtemps, sur le délinéarisé. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur le replay, la télévision de rattrapage, où on propose pour chaque chaîne environ 200 heures de programme disponibles à tout moment, pour que les téléspectateurs qui ne peuvent pas être devant leur écran et regarder en live puissent avoir accès à tous ces programmes. Les principaux enjeux pour notre univers de la télévision payante, c'est la distribution. Donc pour une chaîne, il faut être le plus largement distribué pour que le plus de gens puissent forcément y avoir accès. Et l'exclusivité, comme tout le monde, c'est important d'avoir des exclusivités pour que les gens viennent voir chez vous les programmes plutôt que d'aller voir des programmes à la concurrence. L'attractivité, ça passe par les positionnements éditoriaux, les aspérités qu'on peut avoir sur les grilles de programmes. La visibilité, c'est travailler beaucoup sur la com et le marketing. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, on est dans un univers ultra concurrentiel. Pour pouvoir exister, il faut travailler beaucoup sur la mise en valeur des programmes, des animateurs, des présentateurs, etc. Capitaliser sur les réseaux sociaux. Bonjour, je suis Merveille Bavoui-Vinci et je suis ancienne étudiante de l'ISFJ. Alors, je m'appelle Merveille Bavoui-Vinci et j'ai intégré l'ISFJ en 2018 pour réaliser un master en journalisme. Alors, au sein de l'ISFJ, nous avions des cours pédagogiques en début de semaine, notamment de la culture générale, de l'actualité, de l'anglais, de la presse écrite. Et en fin de semaine, nous avions plus des matières de spécialité telles que la radio, la télévision et d'autres branches du journalisme. Donc après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un contrat de pigiste chez RFI. Donc j'ai été amenée à être sollicitée à plusieurs reprises pour faire des reportages et également pour intervenir en tant que chroniqueuse. Donc je le fais depuis 2 années, ça se passe très bien. Et récemment, j'ai décroché un autre contrat en tant que journaliste radio au sein de Évasion. Donc là, je vais démarrer très prochainement au sein de ce média. Alors le souvenir particulier que je garde de l'ISFJ, enfin que je retiens en tout cas qui m'a particulièrement marqué, c'était notamment durant la période du Covid où on a été amené à avoir des cours de chez soi, notamment des cours de radio, de télévision. On n'avait pas forcément de studio radio, il fallait s'adapter et c'est des souvenirs assez marquants. Je retiens aussi que nous avons eu des intervenants assez compétents. Et aujourd'hui, je ressors de cette école avec un bagage journalistique. Bien évidemment, il faut peaufiner ses compétences après ses études, mais en tout cas, on ressort de cette école avec certaines compétences. Selon moi, les qualités qu'il faut avoir pour travailler dans le domaine du journalisme, c'est la passion. Sans passion, on ne peut pas exercer ce métier, la curiosité, la volonté d'apprendre et la ténacité éventuellement. Dans cette espèce de surinformation qu'on a et qu'on connaît encore aujourd'hui, il y a ce problème aussi de toutes les infos se valent, puisqu'il faut aller vite. Aujourd'hui, moi je cherche des choses qui font faire parler de nous. Donc des choses percutantes et j'ai besoin d'évaluer quand je vois un sujet s'il y a matière à faire une série.
Un média indépendant, ça veut dire que c'est un média qui est détenu majoritairement par ses journalistes. Et nous, c'est le cas, on détient 66%. Andrea, 17 ans, est une adolescente qui s'est laissée tenter par les puffs. Une récente tendance venue tout droit des États-Unis. Je fume la puff depuis à peu près 6 mois et j'en fume à peu près 3-4 fois dans la semaine. Comme Andrea, ils sont de plus en plus de lycéens et même de collégiens à consommer ces vapoteuses nouvelle génération. Avec plus de 260 000 types de puffs, comprenez bouffer en français, la nouvelle cigarette électronique jetable fait un tabac chez les jeunes. J'ai essayé et depuis j'ai kiffé. Colorée, petite et maniable, elle doit surtout son succès à la diversité des goûts proposés par les liquidiers. Ice cream cookie, pommes glacées, ananas coconut. Je vais vous prendre barbe à papas. Le problème, c'est que la vente de la puff, avec ou sans nicotine, aux mineurs, est interdite. Mais faute de contrôle d'identité de la part des buralistes, elle n'est quasiment pas respectée. Au grand drame, des associations anti-fumeurs. C'est une arme pour entrer dans le tabagisme. Un fabricant en particulier est dans le collimateur des instances de régulation. Créé en 2019, Liquideo est une entreprise française devenue le leader du marché. Pourtant, des incertitudes sanitaires planent sur les liquides contenus dans leurs puffs. Des liquides qui viennent souvent de Chine et qui pourraient s'avérer nocifs pour la santé. Aller au tabac est devenu une habitude pour Andrea. 2 fois par semaine, elle s'y rend pour aller acheter sa puff. Nous la suivons en caméra discrète. Ici, il y en a pour tous les goûts. Bananes, fraises et même son goût préféré. Je vais vous prendre barbe à papas. Oui. Si le buraliste lui demande son âge, il ne vérifie pas sa carte. Grosse erreur. Il est illégal de vendre des e-cigarettes à des mineurs. Même constat dans les autres tabacs, aucun buraliste ne demande les papiers d'identité d'Andrea. Le taux de nicotine, il y a 0,09 ou un 7 Un 7 s'il vous plaît. Andrea prend le taux de nicotine le plus élevé. Alors 8,49. Et ce, malgré son jeune âge. Quand je vais dans les bureaux de tabac, vu qu'ils ne demandent pas la carte d'identité, ça fait pas mon âge. Donc vu que des fois je suis un peu plus grande, je demande une puff avec de la nicotine et ils me la donnent. Chez elle, elle se confie sur les influences qui ont provoqué son addiction à la puff. J'ai découvert les puffs suite à mes copines qui fumaient d'abord des cigarettes électroniques et qui se sont mis donc à fumer des puffs. Et du coup, je me suis mise à fumer des puffs. Ses copines ne sont pas sa seule influence. Bon, vous commencez à connaître, je viens de l'acheter, on se retrouve. Les réseaux sociaux ont aussi joué un rôle majeur. Le Seigneur est fâché. Ils ont dit demain c'est loin, mais on y croit même. Oui, j'en ai vu sur TikTok. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal qui fument de la puff sur TikTok. J'ai l'impression que ça les incite à fumer quand même. Salut les amis, je viens de recevoir ma commande 8 puffs, comme vous pouvez le... Les influenceurs qui en font la promotion sur TikTok sont présents par milliers. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo TikTok où là par contre je vais vous montrer ma collection de puffs parce que je fume beaucoup. Mélissa, 21 ans, publie des vidéos toutes les semaines sur les réseaux sociaux depuis 2 ans. Avec ses plus de 330 000 abonnés, ses vidéos sont vues par plus d'1 million de personnes. Sa communauté est essentiellement composée de mineurs. Sur TikTok, près de 40% des utilisateurs français ont entre 13 et 17 ans. Face à la popularité des puffs, la plateforme a décidé de pénaliser Liquideo, la marque numéro 1. Est-ce que tu tags justement Liquideo dans tes vidéos ? Alors dans mes vidéos je ne tag plus Liquideo et carrément je ne fais plus de TikTok avec des puffs parce que TikTok bannit les personnes qui consomment des puffs en vidéo tout simplement. Et même si on ne tag pas forcément le nom de la marque, dès qu'on nous voit fumer ou avec une puff, c'est banni directement. Un bannissement qui n'empêche pas les influenceurs de promouvoir des puffs.
Du pain béni pour le leader du marché Liquideo, qui utilise ses personnalités pour faire de la publicité déguisée. Leur stratégie marketing se poursuit sur leur site internet. Pour en savoir un peu plus, nous avons tenté de les contacter directement. Le service de communication n'a pas souhaité répondre à nos questions. S'ils n'ont pas voulu partager leur recette marketing, ils gardent aussi le silence sur la composition de leur puff. Mais que contient cette puff ? Quels sont les risques pour notre santé ? Pour le savoir, direction SMT Lab, un laboratoire d'analyse. Nous avons rencontré Antoine Guillan, son directeur, pour nous parler du contenu des e-liquides. Alors les risques pour la santé, c'est forcément le e-liquide. Le e-liquide contient du propylène glycol, de la glycérine, c'est les deux composants essentiels. Ensuite, on trouve de la nicotine et des arômes. La nicotine, c'est une option. Il y a des e-liquides qui contiennent et d'autres qui n'en contiennent pas. 0, 0,9 ou 1,7, à vous de choisir. En tout cas, le vendeur l'assure, elles contiennent 600 TAF, voire 1200 pour les magnums. Enfin, légalement, une puff ne peut pas contenir plus de 2 ml de liquide. Et avec 2 ml de liquide, on ne peut pas faire 600 puffs. On en fait une centaine, grand maxi, peut-être 150, 200, mais pas 600, c'est pas possible. Donc les cigarettes qui contiennent 600 puffs, soit elles contiennent trop de liquide, elles ne sont pas réglementaires. En plus d'une publicité mensongère, il y a des substances irritantes, d'autres qui peuvent donner des vertiges et des étourdissements, mais pas que. Il y a même des substances qui sont nocives pour la reproduction, qui sont classées H361. Donc oui, ça peut poser des problèmes pour la santé et de surcroît pour les plus jeunes. Et pour cause, l'arôme de beurre, contenu aussi dans les puffs, boucherait les artères des poumons. Risque particulièrement élevé pour ceux encore en pleine croissance. Des résultats et une consommation chez les jeunes qui inquiètent jusque dans les associations anti-tabac. Bonjour. Alice Hugo, chargée de gestion administrative, est elle aussi préoccupée par la situation. En cause, les produits qui seraient fabriqués en Chine et non homologués en France. La plupart des produits ne sont pas du tout conformes aux normes européennes. Ça, c'est quelque chose contre lequel face auquel on s'inquiète beaucoup aussi. Et puis, on s'inquiète surtout de la renormalisation du tabac auprès des adolescents. Nous avons reçu plusieurs signalements de parents très inquiets qui nous ont témoigné de la vente, et notamment de la vente à des mineurs. Avec son association, Alice a lancé sur les réseaux sociaux une campagne baptisée « Rentre dans le game ». Mais ils seront aussi sur le terrain. En septembre, l'association se rendra dans les établissements scolaires, publics et privés, pour lutter contre cette extension du tabagisme chez les mineurs. On a envoyé plus de 7000 courriers en début d'année à tous les chefs d'établissement en France, collèges publics, collèges privés. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu des retours de chefs d'établissement qui nous demandaient de venir intervenir auprès des classes de la 6e à la 3e. Aujourd'hui, les puffs pèsent plus de 10% du marché des vaporettes. Et cela ne fait qu'augmenter. Ce qui n'empêche pas Liquideo d'être de plus en plus inquiété par les instances européennes qui s'interrogent sur l'éthique de la marque. Cerise sur le gâteau, les puffs sont aussi extrêmement nocives pour l'environnement. Sur Internet, Alice prend rendez-vous pour de la médecine esthétique. Et aujourd'hui, c'est avec amertume qu'elle regarde les images de la séance d'injection. J'avais l'impression d'être un morceau de viande, qu'elle était la charcutière et qu'elle faisait son bout de viande avant, parce que vraiment, elle me faisait mal. Le soir même, Alice voit apparaître des ecchymoses. Ses lèvres sont gonflées, c'est le début du calvaire. J'avais des bleus, des ecchymoses, mes lèvres avaient vraiment quadruplé de volume, c'était choquant. Et j'ai juste l'impression qu'elle est là juste pour prendre ses 150 € en espèces cash non déclarées. Comme Alice, beaucoup de femmes viennent chercher des médecins sur Internet. À l'heure où les réseaux sociaux sont omniprésents dans la vie des jeunes,
La perfection est devenue une obsession. Et les injections d'acide hyaluronique utilisées notamment pour rajeunir et embellir le visage se sont banalisées. J'ai retouché principalement le dessus de mes lèvres, j'ai fait un Russian Lips pour corriger une petite asymétrie que j'avais. Le problème, c'est que cette intervention bénigne coûte en moyenne 300 € chez un chirurgien plastique. Un tarif dissuasif pour beaucoup, mais qui a donné l'idée à de nombreuses jeunes femmes non médecins de monter leur propre business sur Internet. Opération à bas coût, super promotion et rendez-vous pris à la dernière minute, ces injectrices du web voient leur clientèle grandir à vue d'œil. Leur activité est même promue par certaines influenceuses. La bouche est naturelle, j'ai vraiment adoré la prestatrice chez qui je l'ai fait. Je vous mettrai du coup son lien en bio ainsi que son Instagram. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Mais à quoi ressemblent réellement les prestations de ces injectrices ? Sont-elles formées ? Et quel recours a-t-on en cas d'accident ? Enquête sur une activité pointée du doigt par toute la communauté médicale. Bonjour, bienvenue chez moi. Marie a 23 ans. Elle est influenceuse beauté sur le réseau social TikTok. Et c'est dans sa chambre qu'elle réalise la plupart de ses vidéos. Aujourd'hui, elle nous fait la promotion d'un gloss à lèvres. Un petit placement pour la marque NYX. C'est un nouveau gloss, c'est le Butter Gloss. Lors de sa promotion, la jeune femme arbore des lèvres repulpées. Coucou les filles, je vous fais un petit retour après 2 semaines d'injection d'acide hyaluronique dans les lèvres. Je vous montre le résultat. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien cicatrisé. C'est encore sur son réseau social qu'elle vante les mérites de la médecine esthétique. Moi je promeus les injections parce que pour moi c'est une manière de retirer ses complexes. Je vois pas le mal à ça. Alors moi j'ai fait mes injections chez une prestataire Instagram, je n'ai pas été chez un chirurgien. Puisqu'en fait j'étais tombée sur son profil, j'avais vu ses résultats avant-après, j'ai trouvé que c'était très qualitatif, c'était beaucoup moins cher. J'ai payé 180 € pour 1 mg au lieu de 350 €. Marie a préféré payer moins cher, et nombreuses sont les femmes à faire ce choix. Alors, qui sont ces injectrices qui proposent des prix aussi bas, et que vaut leur travail ? Lors de nos recherches sur Instagram, le choix est vaste. Plus d'une centaine de femmes proposent des injections à moindre coût. En quelques minutes, un rendez-vous est pris avec l'une d'entre elles. Elle se présente comme une infirmière. Lors de nos échanges, aucune question sur notre état de santé, ni même de consigne avant l'injection. Une seule demande, payer en cash. Direction le Val d'Oise, en région parisienne, à l'adresse indiquée. Pas de cabinet médical, pas de plaque. Elle nous reçoit dans son pavillon. Nous rentrons en caméra discrète. Dans le salon, qui fait office de salle d'attente, une mère de famille attend son tour. C'est à nous. L'injectrice nous fait entrer dans son cabinet. D'emblée, nous la questionnons sur sa formation. Et ça semble l'agacer. Vous savez que vous allez pas chez un médecin quand vous venez sur Instagram. Le ton monte. Mais si vous avez autant peur et que vous êtes aussi stressé, pourquoi ne pas aller directement chez un chirurgien? Parce que il y a jamais bien pris, moi je suis jeune, je suis alternant, j'ai pas beaucoup d'argent. Et le mieux c'est un truc, c'est d'aller chez un chirurgien. Si tu vas chez une prestataire Instagram, elle doit être consciente que la fille n'est pas un chirurgien, qu'elle ait fait sa formation, qu'elle soit infirmière. On est pas infirmière, on n'est quand même pas médecin. En d'autres termes, c'est une pratique illégale de la médecine. Pratique dénoncée par de nombreux médecins, dont Christine Le Tournel, docteure en chirurgie esthétique. Elle avait pas des blues, elle a les cheveux qui pendent, enfin jamais on injecte avec les cheveux qui pendent dans la figure, quoi. Enfin ça va pas, ça. Des mauvaises conditions sanitaires qui ne rebutent pas les clientes. Comme Valentine, 24 ans. Elle aussi s'est rendue dans un cabinet clandestin pour consulter une fake injector. Et le résultat est sans appel. Le jour qui a suivi, j'ai remarqué que j'ai eu des bleus qui sont apparus, mais des bleus très vraiment puissants. Et en fait, tout simplement, j'ai compris que j'étais en train de faire une infection et c'était pas normal. Du coup, après l'apparition de ces bleus, j'ai paniqué en fait et j'ai tout de suite pris rendez-vous avec un chirurgien réparateur. Et donc il s'avère qu'il a bien acquiescé, comme quoi
c'était réellement des infections dues au fait que elle a mal fait ses injections, donc c'était mal piqué et c'était tout simplement raté en fait. Des cas graves comme Valentine. Dans son cabinet du 8e arrondissement de Paris, Laurent Benadiba, chirurgien réparateur, en voit défiler tous les jours. Une complication grave, c'est ce qu'on appelle des complications vasculaires. C'est-à-dire que si vous écrasez un vaisseau, la lèvre est une zone très fragile. Il y a un gros vaisseau, l'artère labiale, qui est fragile et qui peut être comprimé par l'acide hyaluronique ou un autre produit injectable. Et dans ce cas-là, la lèvre va souffrir. Et on va avoir ce qu'on appelle une nécrose. Ça, c'est le cas le plus dramatique. Dans ce cas précis, un seul remède, le hyaluronidase. Un produit que seuls les docteurs répertoriés à l'ordre des médecins peuvent administrer. On va devoir injecter toute la lèvre pour inonder vraiment la lèvre de hyaluronidase pour aller faire fondre l'acide hyaluronique qui serait en train d'écraser le vaisseau. Donc ça, c'est pour la lèvre, mais il faut faire ça très rapidement. On a 1 heure pour pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que les médecins doivent avoir ce produit au cabinet et être capables de l'injecter pour réparer ce genre d'accident. Voilà, alors c'est quand même très exceptionnel. C'est pour ça que il ne faut pas prendre à la légère les injections d'acide hyaluronique à visée esthétique, car c'est un acte médical qui peut avoir des conséquences dramatiques si ce n'est pas bien fait. Malgré ces préconisations, la médecine sauvage pullule sur Internet et aucun contrôle ne semble possible. Les comptes signalés des fake injectors sont aussitôt supprimés pour réapparaître sous un nouveau pseudonyme. Seules certaines associations proposent d'aider les victimes en engageant des actions pour réprimer ces pratiques illicites.